L'histoire s'accroche et glisse sur ses toits, ses façades. Suspendue aux gargouilles, emportée par les âges, la mémoire se scelle sur les voûtes pour nous rappeler que nous sommes ici au cœur d'un creuset de notre histoire, la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Vous allez visiter une nécropole royale, celle des rois de France, c'est-à-dire la monarchie la plus importante d'Europe et peut-être du monde à un moment donné. Au départ, il s'agit d'un édifice civil dont les finalités sont économiques, sont judiciaires. Et avec la conversion de l'Europe au christianisme, elle a signifié, grâce à Constantin, un édifice de culte. Le mythe qui a été créé sans doute au 5e, 6e siècle, c'est que Saint-Denis est venu christianiser Paris et finalement les Romains ont été inquiets et donc Saint-Denis a été traduit en justice et il a eu la tête tranchée. Saint-Denis marchait ensuite en tenant sa tête jusqu'au cimetière de Catullus où Sainte-Geneviève a retrouvé son corps et a construit une basilique. La basilique de Saint-Denis a été choisie par la dynastie carolingienne à ses débuts, c'est-à-dire avant Charlemagne. C'est d'abord Pépin le Bref qui choisit de recevoir le pape dans cette basilique qui symbolise en quelque sorte l'évangélisation de la Gaule. Et la grande transformation s'est faite sous Charlemagne, qui a décidé de reconstruire la basilique construite par Sainte-Geneviève. Petit à petit, l'idée que l'endroit normal où un roi de France va venir et vivre sa dernière demeure, dans le sommeil jusqu'au jour du jugement, ça doit se passer à Saint-Denis. À l'époque carolingienne, elle a été désignée comme abbatiale. Et ensuite, au XIXe siècle, on a repris le terme basilique. Et enfin, récemment, lorsqu'on a créé des nouveaux évêchés autour de Paris, elle est devenue cathédrale, c'est-à-dire l'église du peuple de Saint-Denis. Le monde descend dans notre fosse alors que nous le quittons. Nous voici donc dépouillés et magnifiés pour l'éternité. Ce lit immuable ne se réchauffe que d'un froid soleil. Ici, plus rien ne demeure, excepté l'image de nos corps. Pendant l'ensemble du Moyen-Âge, bien sûr Saint-Denis reste un lieu de prédilection, et c'est en fait Louis IX qui va définitivement établir Saint-Denis comme une basilique funéraire de l'ensemble de la dynastie royale. La première sépulture royale, c'est la reine Arégonde. Elle est enterrée sous la basilique et les premiers monuments funéraires apparaissent au XIIIe siècle. Les gisants royaux se sont imposés tout de suite après, notamment à partir de 1231. Le Moyen-Âge est un monde platonicien. Le Moyen-Âge figure une idée. Et dans le gisant, on représente non pas le mort, mais on représente le corps de celui qui va ressusciter. Et c'est ainsi qu'il a environ 30 ans, l'âge du Christ. La notion des deux corps du roi dans une forme de révérence faite à la dépouille royale correspond en fait à l'idée que le roi ne meurt jamais. Ce qui fait que vous avez le corps périssable, qu'on ne verra pas, qui est enseveli, et le corps toujours visible pour l'éternité dans ce sommeil qui attend le jugement. L'architecture de la basilique de Saint-Denis est évidemment un élément essentiel du processus artistique créateur qui résulte de cette alliance de la monarchie et de l'Église. Sujet à imaginer l'idéologie monarchique, c'est-à-dire à donner une consistance à ceci, il est considéré le roi comme un prêtre
et donc avec des relations directes avec Dieu. L'abbé Suger reprend des constructions antérieures en y ajoutant le portail et le chœur, en renouvelant entièrement l'architecture. C'est un peu ce que fait également l'abbé Eudes au XIIIe siècle, lorsqu'il fait édifier le transept et la nef dans le style rayonnant. C'est ici même que les colonnes, les voûtes vont s'élever vers la lumière. C'est ici-bas que les esprits engourdis se doivent de ressurgir, au cœur de l'histoire. À la fin du Moyen-Âge, le tombeau change, parce qu'on va montrer dans des édifices d'apparence triomphale le corps physique réaliste du souverain et de son épouse, endormis dans la mort, presque nus, mais pas en décomposition. Et au-dessus, on va voir apparaître le même souverain, la même reine, en habit somptueux, habit de sacre le plus souvent, en train de prier pour l'éternité. Au tournant des années 1400, la mentalité religieuse évolue et on va voir apparaître le rappel que le corps est périssable, y compris dans sa représentation sculptée. C'est ainsi qu'apparaissent, mais pas pour les souverains, la notion de transit, le transit étant le corps en rigidité cadavérique, en cours de décomposition, où on voit sortir les vers, les insectes s'accumuler. Au XVIe siècle, on va y ajouter une construction nouvelle, inspirée du renouveau de l'antique né en Italie, c'est la rotonde des Valois, c'est-à-dire un édifice en plan centré qui rappelle l'art des Romains, mais qui rappelle aussi l'art des premiers chrétiens. Il y a, à la fin du XVIe siècle, une véritable rupture, conséquence probable des guerres de religion et de la contre-réforme. Après la rotonde des Valois voulue par Catherine de Médicis, il n'y a plus de tombeau royal créé à Saint-Denis. Et on voit se dresser une construction destinée à enfermer les plus beaux tombeaux Renaissance pour les rois du XVIe siècle à Saint-Denis. Le temps peut se faire et se défaire. Le pouvoir n'a qu'une vie quand le balancier décide de le faire redevenir poussière. D'émeute en révolution, le rêve d'un temps nouveau s'affranchit alors de ses reliques. L'arrivée du XIXe siècle est évidemment bouleversante. La Révolution entraîne la profanation des corps, en une sorte de volonté d'oubli, mais d'autant plus violente que cet oubli n'est pas possible. Les révolutionnaires ont décidé de supprimer toutes ces traces. Ils ont sorti les corps des tombeaux et les ont ensuite réunis dans un emplacement qui se trouve au nord de l'abbatiale. Saint-Denis a été considérablement mutilé par la Révolution. D'autant plus mutilé qu'effectivement, comme on n'y entrait pas, l'appropriation s'est faite par la destruction. Et très vite, on voit une tentative, d'abord esquissée sous le Premier Empire, puis confirmée sous la Restauration, de ressusciter un monument avec un clergé, et à ce moment-là, on y réunit la mémoire de la France. Une première opération de restauration a été entreprise à la demande de Napoléon Ier, qui a pris la décision personnelle de restaurer Saint-Denis pour en faire le tombeau de la dynastie des Napoléonides. Et à partir de là, les travaux de restauration se sont suivis, mettons jusqu'aux années 1840, dans une optique qui est celle du romantisme et de la révolution industrielle. Et puis, à partir de 1845-1846, une réaction se fait contre tout cela.
le chantier devient l'un des grands moments de la restauration monumentale à la manière de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire le retour aux techniques d'origine et aussi destruction des restaurations antérieures. Saint-Denis joue un rôle pionnier dans la volonté d'initier le public au patrimoine. Et c'est une forme, là aussi, qui correspond à l'idéal républicain. Mais en même temps, c'est une façon d'assumer l'ensemble de l'histoire de France qui, je crois, se perpétue. L'édifice lui-même a fait l'objet de restaurations absolument considérables qui en font peut-être l'un des monuments majeurs, des monuments clés de l'histoire de la restauration et de l'histoire du patrimoine au XIXe siècle et au XXe siècle. Mais la basilique de Saint-Denis reste à la fois sur le plan artistique et comme lieu de mémoire un monument absolument incomparable de notre patrimoine et qui nous enseigne sans doute bien encore davantage. Il subsiste tellement de restes et on y a fait tellement de travaux par la suite, il s'y attache tellement de souvenirs que malgré toutes ces mutilations, Saint-Denis reste un lieu incontournable de l'histoire mondiale. Enfouis et déterrés, détruits et restaurés. Que sont alors pour nous ces façades, ces tombes, ces gisants, sinon le sacre intemporel de notre histoire?